Conservation de l'énergie. Bonjour, donc on va parler aujourd'hui de conservation de l'énergie. C'est un des principes les plus puissants de la physique, donc pas juste sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, là, comment on peut aborder des situations. Donc c'est ça qu'on regarde. Il y a un théorème qui est fondamental en physique, surtout en physique moderne, c'est le théorème de Noether, donc qui est une mathématicienne là, du début du 20e siècle. Donc selon elle, les propriétés de symétrie d'un système s'accompagnent de lois de conservation. C'est le cas pour la symétrie sous une translation dans le temps, qui a pour conséquence la conservation de l'énergie. Donc l'énergie, c'est une quantité qui est conservée en vertu de la symétrie sous une translation dans le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais une expérience, mais que je la fasse le lundi ou que je la fasse le mardi, si je suis dans les mêmes conditions, les résultats devraient être les mêmes. En gros, c'est ça que ça veut dire, et ça implique la conservation de l'énergie. Donc, conservation de l'énergie, ça veut dire que la variation d'énergie dans le temps est zéro. Ce qui ne veut pas dire que l'énergie, je ne peux pas changer de forme. L'énergie peut changer de forme, mais elle reste constante. C'est ce qu'on appelle aussi la première loi de la thermodynamique. Okay? Donc, j'ai la conservation de l'énergie. L'énergie aussi, c'est à mentionner que c'est défini à une constante près. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours ajouter une constante et puis ça donnerait la même chose. En fait, ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est la variation de l'énergie et cette variation-là, elle est zéro. Ce qui va changer, ce sont les formes de l'énergie. Donc ici, on va comparer l'énergie cinétique et l'énergie gravitationnelle. On a notre singe sur un skateboard et il est sur une rampe de skateboard et on peut définir donc la position zéro d'énergie où bon nous semble. On va la prendre ici parce que c'est la position du centre de masse. Bon, grosso modo, là, la masse est comme s'il était concentrée en ce point-là pour notre singe. Donc on va prendre ça comme zéro d'énergie, il ne pourra pas aller plus bas. Donc, au départ, si notre singe est dans le haut de la rampe, ben, son centre de masse, là où la majorité de sa masse, c'est situé à une hauteur h du zéro, de la hauteur 0. Donc, à ce moment-là, mon singe, les énergies qui peuvent le caractériser, c'est l'énergie cinétique, une demi mv2, et l'énergie potentiel gravitationnel, mgh ou mgy. Donc ici, à ce point-là, le y vaut h, donc c'est vraiment mgh. Donc à ce moment-là, au début, notre singe, il n'a aucune vitesse. Il commence, donc l'énergie, c'est la somme, mais ce terme-là, cinétique, il est zéro. Donc c'est purement de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mon mgh. Une fois qu'il est en mouvement, donc là, vous partez comme ça, vous le laissez tomber. C'est sûr qu'il y a une vitesse, sa vitesse va s'accroître à cause de l'accélération gravitationnelle. Et quand il est rendu au bas ici, ben, son énergie gravitationnelle, elle est zéro. Donc, parce qu'il est au zéro, ou y est égal à zéro. Donc ça disparaît. Et donc, toute l'énergie, elle est transférée en énergie cinétique. Donc, le 1/2 de mv2, ici. Puis en fait, c'est la vitesse maximale à ce moment-là qu'il peut atteindre. Donc, on pourrait déjà faire un lien entre la vitesse maximale et la hauteur de départ en égalant donc les deux extrêmes. Donc, quand j'étais ici purement en énergie cinétique et ici purement en énergie potentielle. Donc, 1/2 mv max au carré est égal à mgh. Et en isolant, on trouve mv max, c'est-à-dire v max, la vitesse maximale, qui est égale à racine de 2gh. Vous rappellerez que c'est la même équation, la même forme qu'on avait obtenue lorsqu'on avait un skieur là, qui descendait sans frottement sur un plan incliné. Bon, dans le bas de la pente, il avait justement cette énergie. Donc, tout ça est relié. Donc, notre singe peut continuer son mouvement. Donc, il y avait au départ une énergie potentielle uniquement. Ça s'est transformé uniquement en énergie cinétique ici. Et quand il est rendu complètement au bout, il y a encore purement de l'énergie potentielle. Donc, toute son énergie cinétique est disparue. Donc, il ralentit. Puis là, quand il arrive au bout, ben, il n'y a plus d'énergie potentielle. Et la hauteur qu'il atteint, ben, c'est exactement la même hauteur qu'il avait au début, puisque l'énergie doit être conservée. Donc, encore une fois, il y a mgh comme énergie potentielle. Donc, il ne peut pas aller plus haut que sa hauteur initiale, à moins qu'on lui ait donné une vitesse initiale là,
pour le démarrer, ce qui n'est pas le cas. Et quand on est entre les deux, ici, donc supposons qu'il est entre les deux, ben à ce moment-là, notre singe a une vitesse, c'est-à-dire il a une vitesse et il a une énergie potentielle gravitationnelle. Donc il y a les deux, c'est une somme des deux, puis là, il faut déterminer. Et à chaque moment, ben, c'est la somme là, des énergies qui va être égale à toujours la même chose. Donc on a un autre problème ici qui est quand même assez intéressant, c'est de comparer un cylindre sur un plan incliné lorsqu'il roule ou lorsqu'il glisse. Donc, est-ce que c'est pareil? Donc ça, c'est une bonne question. On va regarder d'abord s'il glisse. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il glisse? Là, on est habitué, c'est simplement un plan incliné, un objet qui glisse. Donc, j'ai l'énergie potentielle gravitationnelle au début, le MGH, et au fur et à mesure, ça se transfère en énergie cinétique, et à la fin, j'ai une énergie cinétique, donc E est égal à une demi mv max au carré, et c'est ce qu'on a trouvé, là, ça va donner racine de 2gh pour la vitesse maximale. Donc ça, c'est un objet qui glisse. Qu'est-ce qui arrive maintenant, en fait, donc là, ici, oui, on peut juste mentionner qu'on n'a plus besoin des cosinus. Lorsqu'on utilise la formule de l'énergie, ben, on arrive directement avec ça sans combrer des sinus et des cosinus. On va regarder maintenant qu'est-ce qui arrive s'il roule. Donc, qu'est-ce qui est différent s'il roule? Ben, s'il roule, oui, il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle, oui, il y a de l'énergie cinétique puisque le cylindre se déplace, mais en plus, il y aura de l'énergie cinétique de rotation. C'est-à-dire que l'objet va tourner sur lui-même et ça, ben, ça prend de l'énergie. Donc, c'est caractérisé par ce qu'on appelle un moment d'inertie. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est relié à la distribution des masses là, le long de l'axe de rotation. Toujours est-il qu'on peut définir une énergie cinétique de rotation comme un demi de I oméga carré, où oméga, c'est la fréquence angulaire là, de rotation de mon objet. Donc, j'ai ici mon cylindre, on l'a grandi, donc il y a un rayon R. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On dit que lorsqu'il fait un tour complet, ben, la distance qui est parcourue, effectivement, c'est 2πr, hein, ou c'est le rayon de mon cercle. Donc, à ce moment-là, je peux dire que la vitesse, qui est la distance sur le temps, c'est donné par 2πr, la distance divisée par le temps. Donc, j'ai 2π fois une fréquence fois r, c'est oméga r. Donc, ça, on a déjà regardé ça quand on a parlé de la force centripète, donc la fréquence de rotation. Fréquence angulaire, c'est égal à la vitesse divisée par le rayon. Donc, ça, on avait déjà vu ça précédemment. Toujours est-il que là, maintenant, on peut définir l'énergie ici comme la somme. Donc, c'est plus uniquement de l'énergie cinétique, on a aussi l'énergie cinétique de rotation. Et là, il faut déterminer c'est quoi le I. Là, je vous donne la réponse, là, parce que vous ne pouvez pas savoir ça pour l'instant, mais le I vaut 1,5 mR2 lorsque j'ai un cylindre. Lorsque la forme sera différente, mais ça prendra une forme différente. Ce qui est important ici, c'est qu'on peut remplacer, et ici on voit, on a notre formule ici qui nous permet à ce moment-là de remplacer notre oméga par V sur R, et puis de le connecter avec la vitesse, là, la vitesse linéaire. Donc, on a ici l'énergie cinétique de translation, donc mon 1,5 mv max au carré. Puis là, ici, bon, j'ai 1,5 fois le I, ici, ça c'est le I, et le oméga au carré, qui est V, la V max au carré sur R2. Et puis, ben, si j'additionne comme il faut, ben, ça fait 3/4 de mv2 max. Donc, au lieu d'être 1,5 mv2 max, ben, c'est 3/4 mv2 max. Donc, c'est ça qui est égal maintenant à mgh. Donc, il y a une différence. Et à ce moment-là, la vitesse maximale, c'est celle-là, 4/3 de GH, qu'on doit comparer à 2GH. Donc, vous voyez que 4/3, c'est plus petit que 2. Hein, c'est un peu plus petit que 2, puisque 2, c'est 6/3. Donc, l'objet va plus vite s'il glisse que s'il roule. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une partie de l'énergie là, qui est transformée en rotation, donc il en reste moins pour l'énergie cinétique de translation. On s'intéresse maintenant à un autre problème qui a vraiment intéressé l'humanité. Déjà, à partir de Newton, on voulait savoir si c'était possible d'envoyer un objet dans l'espace. Donc, en fait, déjà, Newton, il y avait la réponse.
C'est juste qu'il n'y avait pas la capacité technique d'accomplir cette tâche-là. Donc, autrement dit, on veut, par exemple, une fusée, l'envoyer dans l'espace. Donc, on veut savoir c'est quoi la vitesse initiale nécessaire pour que la fusée ait assez d'énergie pour s'éloigner du champ gravitationnel terrestre. Donc, pour ça, on doit garder en tête que il y a l'énergie cinétique, 1/2 de mv2, et il y a l'énergie potentielle gravitationnelle, et là, c'est la formule générale, puisqu'on va s'éloigner quand même à une bonne distance de la Terre, c'est ça notre but. Donc, on a au départ, donc quand on est à la surface de la Terre, on a une énergie cinétique initiale avec une vitesse initiale, et notre énergie potentielle, ben, c'est l'énergie potentielle, mais avec le rayon de la Terre, puisqu'on est situé à une distance du rayon de la Terre par rapport au centre de la Terre, ce qui paraît assez évident. Donc, par définition, cette énergie-là doit rester constante puisque on a la conservation d'énergie. Mais on va regarder qu'est-ce que ça devrait être maintenant lorsqu'on s'est complètement affranchi du champ gravitationnel terrestre. Donc, si c'est le cas, je veux dire, l'énergie minimale qu'on va avoir, c'est qu'on n'aura plus d'énergie cinétique et on va se trouver où? On va se trouver à l'infini. Mais si vous divisez n'importe quoi par l'infini, vous allez voir que, à moins qu'on divise l'infini par l'infini, là, mais si vous divisez quelque chose de fini par l'infini, ben, ça donne 0. Donc, l'énergie totale, elle est 0. Donc, cette énergie-là de départ, c'est aussi 0. Okay? Donc, moi, j'ai une énergie 0. Donc, pour trouver la vitesse initiale que ça prend, ben, j'ai juste à isoler mon V0. Donc, j'ai 1/2 V0 carré qui est égal à G grand M petit m sur R. Et là, on simplifie les M. Et puis, on envoie notre 2 de l'autre côté. Après ça, on prend la racine carrée. Notre vitesse initiale est égale à racine de 2G grand M sur le rayon de la Terre. Donc, ça, c'est vraiment la vitesse initiale que ça prend si on donnait là, un coup sur notre fusée. Bon, c'est sûr qu'on peut l'acquérir tranquillement en dégageant une poussée continue pendant un certain temps. Mais si on avait juste une impulsion de départ à donner, quelle serait la vitesse? Ben, ce serait ça ici. On peut la calculer parce qu'on connaît les chiffres. Donc, le rayon moyen de la Terre, 6,371 x 10 à la 6 mètres. La masse de la Terre, 5,974 x 10 24 kg. Et on connaît notre constante gravitationnelle. On tourne la manivelle et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne environ 1,119 x 10 à la 4 mètres par seconde, ce qui correspond à 4,028 x 10 à la 4 km par heure. Donc des kilomètres par heure. Donc 10 à la 4, on est rendu à 40 000 km par heure. C'est énorme. Donc la fusée, elle doit être accélérée énormément pour atteindre une vitesse comme celle-là. Mais c'est pourtant ça qui est la façon de s'en sortir. Bon, on va regarder un autre problème encore une fois qui est très très important. Ça a l'air un petit peu banal, mais c'est un problème qui va être crucialement important parce que le résultat, c'est un résultat qui correspond à beaucoup de situations physiques. On a notre sort, puis là on veut regarder, on veut échanger l'énergie entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique, comme on avait déjà trouvé par le passé. Donc on a ici à l'équilibre, on est à 0. Donc, si on est à l'équilibre ici, on aurait à ce moment-là un moment donné une énergie cinétique, mais avant d'avoir de l'énergie cinétique, on va lui donner de l'énergie potentielle. Donc, on va pousser notre masse jusqu'à une position moins x maximum. Okay? Et là, on va la laisser aller. Donc, avant qu'on la lâche, la vitesse, c'est 0 ici. Et toute l'énergie est sous forme d'énergie élastique. Là, après ça, on va la relâcher et éventuellement, la masse va se déplacer, va atteindre la position d'équilibre ici où le ressort ne sera ni tendu ni étiré. Donc, on aura une énergie potentielle élastique nulle. Alors là, tout sera transformé en énergie cinétique et ça va aller de l'autre côté jusqu'à l'étirement maximal, X max. Et là, on va retourner complètement à l'énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, pas gravitationnelle, mais élastique. Donc, la somme de ces deux énergies-là, c'est constant, et c'est ça la clé. Et encore là, en regardant les extrêmes, on va être capable de déterminer certaines choses. Donc, énergie
cinétique maximale, en fait, c'est quand je suis à 0 ici, je ne l'ai pas mis. Ah non, c'est ça, c'est correct. L'énergie élastique maximale, donc c'est quand j'ai l'étirement maximal. L'énergie, c'est la même ici, que je sois en compression ou en étirement. Et l'énergie cinétique maximale, mais c'est quand je suis à la position d'équilibre ici. Donc, comme tout ça c'est égal, il va falloir que l'énergie cinétique maximale soit égale à l'énergie élastique maximale. On a ça comme ça, on simplifie les facteurs 1,5 et on trouve que notre vitesse maximale c'est égal au déplacement maximal fois la racine de K sur M. Et c'est quelque chose qui est important parce que le K sur M, ça va correspondre à une fréquence angulaire. Bon, ça a l'air un petit peu niaiseux ce que je dis, mais effectivement, si on était capable de résoudre ce problème-là, et là, il faudra attendre au cégep là, pour être capable de le faire, mais on peut montrer que la position de notre masse est une fonction sinusoïdale. Donc, sinus ou cosinus, là j'ai mis un cosinus, mais on aurait pu être un sinus, avec un déphasage, dépendamment du temps où j'ai parti là, mon chronomètre, et la fréquence angulaire qui correspond précisément à racine de K sur M. Hein, donc, c'est un petit peu spécial. Ça veut dire que j'ai un mouvement ici qui oscille de la masse va de gauche à droite et en échangeant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. C'est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique et que c'est quelque chose qui est vraiment très important et pas juste en physique classique, c'est aussi important en physique quantique. Donc, si je résume, en fait, il y a une chose fondamentale à se rappeler, c'est que l'énergie, c'est une quantité qui est conservée, c'est-à-dire que la variation d'énergie, c'est toujours égal à 0. On change de forme, mais on ne change pas la quantité totale d'énergie.